Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Samuel. Salut. Ça va ? Oui, ça va très bien et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi aujourd'hui au sein de Just in Tunes. Merci. Merci de m'avoir invité et puis j'ai hâte de discuter de ça avec toi. Mais oui, alors allons-y. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Samuel, j'ai 24 ans et je suis journaliste pour l'instant freelance, principalement dans la musique. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ? Je dirais que j'ai commencé un peu éloigné de ce que je fais en ce moment, étant donné que j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était pour être avec mes potes, en fait. Ok. Et ensuite, j'ai été pris en fait à la Sorbonne pour une licence, un double cursus histoire-anglais. Okay. Et après, comme beaucoup de personnes à la fac, j'ai décroché au bout de, je dirais, 3-4 mois. Ah, j'allais dire quand 2. Même passé... Ouais. T'as tenu, ok. J'ai quand même passé les partiels. Je sais même pas si j'ai réussi les partiels, mais je les ai passés. Et en même temps, en fait, quand j'ai décroché, j'avais dans l'idée de rejoindre une école de journalisme. Je ne savais pas encore laquelle, ni dans quel genre de cursus, c'était en école privée ou dans le public. Et au final, j'ai rejoint l'école supérieure de journalisme de Paris. D'accord. Qui n'a rien à voir avec l'ESJ de Lille, pour un cursus de base qui devait durer 3 ans. Je dis devait parce que tu vas voir qu'il y a un changement encore. Et donc, ça dure 2 ans chez eux. Et au fur et à mesure de mon cursus à l'ESJ, j'ai rejoint en même temps 2-3 blogs qui ont été créés par des élèves, des étudiants qui étaient avec moi en classe, où on pouvait s'exprimer, commencer à écrire des articles, etc. Et je pense que c'est... quand on est en école de journalisme, je pense que c'est le premier pas vers l'avenir, entre guillemets. C'est commencer à écrire soi-même sur son propre blog, si c'est pas déjà fait, et commencer à chroniquer, à faire des interviews, etc. Même s'il y a 0 lecteur, il faut quand même le faire parce que c'est le meilleur exercice. Et donc, j'ai commencé à m'assumer là-dedans en justement écrivant des choses sur la musique. Donc des chroniques d'albums toutes bêtes. J'ai commencé là-dessus. J'ai même fait 2-3 interviews de groupes qui m'invitaient chez eux et tout. J'étais assez étonné et hyper timide parce que j'avais 20 ans à peine et j'allais chez des gens pour les interviewer. Enfin, je me sentais un peu étrange. C'était très étrange. Et au final, donc j'ai quitté l'ESJ à la fin de la 2e année. Donc il me restait qu'1 an pour avoir mon diplôme, mais pour des raisons personnelles, je l'ai quitté et j'ai rejoint une dernière école à Paris qui s'appelle l'IEJ Paris. D'accord. Qui est, je trouve, une bien meilleure école d'ailleurs. Et c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme et c'est là-bas où justement j'ai eu mon stage final, parce que oui, je t'ai pas dit, mais au fur et à mesure, on a eu des stages. Et donc, à l'IEJ, j'ai eu mon stage final qui s'est passé à Rolling Stone Magazine, où je suis toujours actuellement en tant que freelance. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé dans mon parcours. Mais super parcours. Vraiment, super. Non, je crois, je sais pas. Non, mais si. Déjà d'avoir décroché un stage dans ce magazine ultra réputé et ensuite d'être resté, mais en freelance. Je trouve que le switch, il est bien géré. Après, pour la freelance, c'est pas forcément mon choix dans le sens où on me l'a demandé. Et j'ai commencé stagiaire et j'ai directement viré vers le freelance. Si j'avais pu faire un CDD ou quelque chose, un contrat un peu plus stable dès le début, peut-être que ça m'aurait convenu aussi. Mais finalement, j'ai plongé dans l'indépendant direct, quoi. Ok. Voilà. Tu n'écris pas que pour Rolling Stone Magazine ? Oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire que en 2017, je crois, j'ai rejoint un blog de musique qui traite principalement de la musique britannique. Et d'ailleurs, une des invitées de tout podcast, Céline, y travaille aussi. Elle est photographe dans ce blog-là.
Et donc voilà, ça a été ma plus longue collaboration là, depuis aujourd'hui, D'accord. avec ce blog, ce webzine en fait, où vraiment on va à des concerts, on rencontre les artistes, etc. Et tout ça, par contre, de manière bénévole, parce que D'accord. voilà, c'est un blog créé par des fans, fait avec des fans, etc. Et OK. sinon, en dehors de ça, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le reste, je travaille aussi sur des sites, mais en rapport avec le cinéma. OK. Donc voilà. Comme tu as eu un bac Mhm. scientifique, tu étais pas forcément voué à une carrière de journaliste. Comment ton intérêt pour l'écriture est-il apparu et comment tu t'es dirigé clairement vers le journalisme? Je pense que dès le lycée, en fait, j'avais une sorte de passion pour l'écriture parce que déjà, c'était là où j'avais les meilleures notes. C'était quand il fallait rédiger quelque chose. D'accord. Par exemple, j'ai été dans la génération ceux qui ont passé le bac de France, non, d'histoire en première, pardon. Mmh. Et donc l'histoire, il fallait quand même pas mal rédiger. Le français, j'ai eu des bonnes notes au bac. Tout ce qui était scientifique, j'étais pas mauvais non plus, mais je savais que c'est pas ce qui me passionnait le plus. D'accord. Et donc forcément, j'ai développé au fur et à mesure des envies de rédaction, de raconter des histoires, etc. Et donc ouais, j'ai commencé à m'entraîner à écrire et même j'ai retrouvé récemment sur un vieil ordinateur tout pourri des vieilles critiques de jeux vidéo que j'avais fait, Énorme. mais je crois à l'école primaire, un truc comme ça, Mais non. mais des trucs horribles à lire où je me prenais pour, je sais pas si tu connais jeuxvideo.com, le Si, blog. si. Si, bah ouais, c'est la référence quoi, et je me prenais pour eux quoi. Je faisais vraiment le même modèle avec Énorme. critique des graphismes, etc. Puis je me prenais pour un vrai journaliste. Mais c'est génial et tu avais oublié ça? J'avais complètement oublié, je l'ai retrouvé parce que mes parents ont déménagé, donc j'ai dû récupérer pas mal Récupérer. d'affaires d'enfance. Mmh. Et, je suis retombé là-dessus et l'ordi est parti à la casse avec ce document, du coup. Oh Voilà. non. Je, oui, j'ai complètement, je suis passé à côté en fait, mais j'ai eu la chance de le retrouver quand même avant sa disparition. Mmh. Mais c'est Voilà. fou ça. Alors ce qui me permet Ouais, du coup ouais. de transiter, pourquoi avoir choisi la Mm. musique? Justement, c'est une autre de mes passions au-delà d'écrire de vivre une expérience comme au cinéma par exemple. Mmh. La musique, déjà j'ai grandi avec la musique puisque j'ai appris le piano assez jeune. Dès 6-7 ans, je commençais à apprendre le piano à domicile. Mmh. Ensuite, j'ai appris, mon père m'a acheté ma première guitare au collège. Et puis, plus tard au lycée, j'ai commencé à apprendre la batterie. Et tout ça via le fait que mon père adore la musique et que c'est pas un musicien pro, mais il a toutes sortes d'instruments. Il a une espèce de studio et donc j'ai appris aussi donc à l'écouter, etc. Et c'est vrai que j'adore jouer de la musique. Mmh. Et donc tout ça induit le fait que j'adore écouter de la musique. Ouais. Et donc je me suis développé une culture en musique au fur et à mesure des années. Et la base de ta question, c'était pourquoi le journalisme musique? Mmh. Parce que je pense que c'est quelque chose. Je crois que c'est le secteur du journalisme culturel qui me passionne le plus et Mmh. qui me permet de lier toutes mes passions, quoi. C'est pouvoir écouter, pouvoir écrire sur la musique et d'un côté pouvoir comprendre quand j'écoute quelque chose parce que comme j'aime bien d'un côté jouer de la musique en tant que comment dire, que néophyte quoi. Enfin, je suis Mmh. pas un pro. Bah, j'aime bien déceler des petits accords ou comprendre où sont les instruments et tout. Donc voilà, c'est tout qui est lié et qui fait que pour l'instant c'est dans ce secteur que je suis. Voilà. D'accord. Quand tu écris des articles liés au secteur du cinéma, est-ce que tu Ouais, tu ressens la même chose? Est-ce que justement, parce que dans un film, dans une série, il y a toujours, une bande son, il y a toujours une musique, il y a c'est toujours du ça. Ouais. bruitage. Est-ce que tu ressens aussi la même chose? Est-ce que c'est vers ce lien que tu tends dans l'écriture aussi? Maintenant que tu me poses la question, je pense que non, parce que, OK. enfin, je ressens pas la même chose. D'ailleurs, je ressens un peu une frustration quand je suis dans le ciné, OK. parce que, pas quand je suis dans la salle de ciné, mais quand j'écris sur le cinéma, Mmh. parce que c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu le ciné.
Et, et je me sens, en fait, j'ai l'impression de pas être légitime. Alors ça, c'est un autre problème Mhm. lié à tout ce que je fais. C'est le problème du syndrome de l'imposteur, etc., Mhm. qui peut arriver à beaucoup de personnes. Mais du coup, là, dans le cinéma, j'ai du mal quand j'écris une critique de film, par exemple, à me dire, mais qui suis-je pour dire ça vraiment, pour analyser un tel film comme ça. Donc, j'essaye de me placer en tant que spectateur lambda. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je prends moins de plaisir à analyser un film qu'analyser des paroles d'un album ou tout le concept derrière un album. C'est vrai. Ok, Ouais. d'accord. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail? Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, en fait, ça a pas mal évolué parce qu'au début, ce qui me motivait, c'était vraiment écouter le maximum de musique possible, Ouais. euh, découvrir plein de choses et surtout interviewer les artistes, que ce soit en concert, en festival ou dans des journées promo en semaine, quoi. Mhm. Rencontrer les artistes et tout et un peu démystifier la figure de l'artiste parce que j'ai tendance pas mal à être fan hardcore de trucs, Ok. d'artistes, de groupes. Et du coup, quand il s'agit de les rencontrer, si un jour j'ai la chance de les rencontrer, je suis un petit peu, soit je bégaye, soit je suis timide, soit je suis déçu de moi après l'entretien parce que j'ai pas posé les bonnes questions, etc. Ça m'est arrivé D'accord. plusieurs fois. Euh, et donc, ce qui me motive là aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que au fur et à mesure, je t'avoue que au fur et à mesure des interviews, je trouve qu'il y a un modèle qui se forme un petit peu et du coup, ça peut être un peu redondant de temps en temps. Mhm. Et là, mon statut, il est que à Rolling Stone Magazine, je gère le site internet du média. D'accord. Donc c'est moi on est plusieurs à écrire des news tous les jours, à écrire des chroniques d'albums, à relayer des informations de nos partenaires, etc. Mhm. Et, et donc de ce biais-là, je gère aussi la boîte mail qui est tous les jours, il y a des multiples sons qui Combien à peu arrivent, près? des propositions. Je dirais, si je laisse la boîte mail toute seule pendant une journée, je dirais qu'il y a environ 200 mails non lus dans la Waouh, journée. C'est pas énorme comparé c'est déjà pas à mal. certaines professions, j'imagine. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de mails inutiles, hein, mais Ok. euh, quand je dis inutiles, par exemple des mails Newsletter. ouais, des newsletters politiques, des trucs qui n'ont rien à voir avec. Ouais. Ah, quoique. Non, je dis qu'ils n'ont rien à voir, c'est pas vrai, parce que Rolling Stone, c'est aussi l'actualité, etc. Mais voilà. Et donc, pour revenir à ta question, ce qui me passionne, c'est vraiment de découvrir des choses par le biais d'un mail, par exemple, Mhm. d'entamer une discussion avec la personne, de découvrir un album et tout le processus de faire découvrir l'album après au lecteur en planifiant des news, des chroniques, etc. Euh, et, euh, et comment dire, montrer un peu la marque Rolling Stone dans tout Mhm. ça, parce qu'on a une ligne éditoriale à respecter. Je sais pas, c'est un ensemble comme ça qui me convient mieux qu'à l'époque où j'avais pas vraiment la main mise sur ce que je faisais, quoi. On me D'accord. demandait d'aller à un tel endroit, j'y allais. Euh, Là maintenant parce que je suis pas rédacteur en chef ou quoi que ce soit, mais euh, comment dire, on est une petite équipe, Mhm. donc maintenant j'ai une place plus importante que quand j'étais en stage. Voilà, c'est Bien juste sûr. ça. D'accord. Euh, Tout ouais. à l'heure, tu disais que des fois, ça t'arrivait d'être un peu déçu Ouais. de la façon dont on allait interviewer les personnes. Moi, je me demande comment est-ce que tu prépares tes interviews? Parce que là, pour le coup, c'est moi qui t'interviewe, alors petite Mm. pression. Mais comment est-ce que tu te prépares à interviewer un groupe ou des artistes? Comment est-ce que je me prépare? Je pense que ça dépend de l'artiste déjà, parce que Mhm. ça dépend de l'artiste et ça dépend du support de l'interview. Si c'est une interview vidéo, j'avoue que je vais être stressé fois 1000. Ok. Pas parce que on va pas me filmer, évidemment, on va filmer juste l'artiste, mais Mhm. parce qu'il y a un truc qui me stresse au plus haut point, c'est que, et ça m'est arrivé, je pourrais te raconter si tu veux, que je lance une interview en vidéo et que la caméra finalement bug. Oui, oh. Et que au bout du compte, bah, il y a eu, je sais pas, 10 secondes d'interview. Ah, ok. Voilà, c'était pour Edith Preto Oh non. et je regrette, je Ah ouais. regrette. Donc Et comment comment je tu prépare gères dans ces l'interview? cas-là? Anecdote, comment Ah, t'as géré?
comment j'ai géré? Bah, je m'en suis rendu compte déjà après l'interview. J'avais quitté le lieu, donc j'étais un peu vert, quoi. J'étais en mode ah ok super. Et donc en fait heureusement j'avais enregistré l'audio avec mon téléphone et au final j'en ai fait une interview écrite plutôt qu'une interview vidéo. D'accord. Donc voilà, c'était moins Plan de sexy. secours. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était moins intéressant, quoi, parce que à la base, Edith Preto, il fonctionne bien à la caméra et tout, donc on voulait vraiment le filmer. Mhm. Et heureusement, j'étais stagiaire, donc j'avais le droit à l'erreur. Voilà. Ouais. Et comment je prépare les questions? Déjà, le, le, le plus gros point, je pense, c'est de connaître l'artiste qu'on interviewe, parce que si on te demande d'interviewer un groupe que tu n'as jamais que tu connais pas du Écoutez. tout, que Mhm. ouais, voilà, t'as jamais écouté, ça va être compliqué, je pense. Bien sûr. Ou alors tu es vraiment un pro De l'impro. du freestyle, voilà. Donc tu écoutes je sais pas, un son, un album, et tu essayes de te renseigner sur l'histoire de l'artiste, s'il y a une page Wikipédia quelque part, Mhm. non, ou un communiqué de presse, ou voilà, une biographie, Bien sûr. et tu essayes de faire un peu des questions, surtout. La règle d'or, bon, ça fait un peu pédagogie là, mais la règle d'or, c'est de pas poser des questions où les réponses peuvent être oui ou non, Ah bah oui, pas parce de questions que fermées. ça va très vite être ennuyant pour l'artiste et ça va se voir à son visage et tout. Bien sûr. Et donc ouais, je prépare les questions en fonction de l'actualité, de ce qu'il raconte dans Mhm. l'album. Si c'est un album qui a été conçu je sais pas, dans la douleur, parce que des fois c'est le cas, Mhm. il faut mesurer ses questions. Sinon, voilà, j'ai eu des interviews un peu difficiles à faire, mais après, ça dépend vraiment, voilà, de l'artiste ou du groupe. Il n'y a pas il y a pas de modèle en soi. En Qu'est-ce que tu plus, appelles aujourd'hui, difficile? les interviews, bah, en fait, c'était pour le groupe Cranberries. Ok. La chanteuse venait de décéder, en fait. Ah oui. Où ils avaient une promo qui était quand même planifiée pour la sortie de leur dernier album. Mhm. Et donc, j'ai rencontré les deux musiciens du groupe qui étaient, enfin, ils étaient dévastés, quoi. Bien sûr. Et l'interview s'est quand même faite. Donc voilà, quand je dis difficile, c'est en fonction du contexte. Oui, ok. Et après, il y a eu d'autres interviews difficiles parce que c'était des artistes qui étaient soit complètement à l'ouest, soit c'était après un concert. Donc forcément, un artiste après un concert, bon, je vais pas te cacher que ils sont souvent pas très Déphasé. sobres. Voilà, c'est ça. Et donc c'est horrible de discuter avec eux, quoi. Est-ce que tu as, Ouais. je sais pas, des questions types ou des questions que tu aimes poser justement? Les questions que j'aime poser, elles ont évolué pareil en fonction de mon expérience, parce qu'au début D'accord. j'aimais bien poser comme question l'origine de votre nom de groupe, gna gna gna. Enfin, tu sais, ce genre de questions un peu basiques. La genèse de votre Pourquoi histoire. voilà, la jeunesse de pourquoi vous êtes lancé dans la musique et tout. Et au Ok. final, je me suis rendu compte que c'était un peu c'était Redondant. soit redondant, soit j'avais l'impression qu'il répétait un peu un discours à chaque fois, Ouais. de la même histoire, etc. Donc, ce que j'essaye de faire et ce qui me plaît le plus, c'est d'aller chercher des petits détails dans un morceau, etc., et de les interroger sur, je sais pas, de faire une mise en contexte sur un fait d'actualité qui peut être en rapport. Et du coup, ils vont s'exprimer, ils vont dire, ah, ça c'est intéressant, tu dis ça, parce que c'est pas forcément vrai, mais c'est marrant d'en discuter et tout. Ok. J'aime bien discuter et faire d'une interview, en fait, une discussion plus que question-réponse tout bête. Mhm. Euh, et d'ailleurs, je trouve que les interviews les plus agréables à lire, c'est celles où il y a une histoire. Tu sais, je sais pas si tu peux voir, genre c'est une interview qui est vraiment qui est écrite, quoi. C'est des Oui. paragraphes et c'est pas un question-réponse Mhm. basique. Je trouve que ça c'est un peu d'une autre époque en fait dans le Donc ça journalisme. va, tu te sens bien là aujourd'hui? Oui, ça va. Mitigé, mitigé. Non, 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 tout va bien. Du coup, là, j'avais ton point de vue journaliste lorsque tu diriges une interview. Est-ce que tu Ouais. as des conseils sur comment un artiste peut se préparer à être interviewé? Comment il peut se préparer? Ben, je dirais ne pas se préparer en fait, Ok, parce que je crois avoir interviewé un artiste une fois qui était beaucoup trop dans la surenchère. Je sais ok. pas si tu vois ce que je veux dire. Et j'avais l'impression qu'il y ait vraiment que à chaque réponse c'était, je pourrais pas dire lequel parce que j'ai pas envie de, Mhm. de créer des problèmes, mais voilà toutes ces réponses c'était un format quoi, quelque chose qui était D'accord. formaté. C'était un récit, ouais. Donc, c'est ça, et j'avais l'impression, voilà, c'était pas très naturel. Et donc, je pense que si tu es un artiste
si l'artiste écoute là en ce moment, comment il pourrait se préparer, tout simplement en étant honnête et en dévoilant une phase un peu personnelle, mais pas trop parce que ça reste de la musique, quoi. Si c'est des questions trop personnelles qu'on te pose, faut pas accepter de répondre à tout. D'accord. Et il faut pas non plus être trop évasif pour faire un peu le mystérieux, tu sais, Ouais. je sais pas. Enfin voilà, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Mais le principal, c'est de rester honnête et ça se verra tout de suite dans la discussion avec le journaliste que voilà. Et puis être gentil avec le journaliste aussi, c'est bien. Oui. Est-ce que, quelqu'un en face ne veuille pas répondre à tes questions, soit un peu, brut de Mmh. décoffrage? Ça m'est jamais arrivé qu'on veuille pas répondre à une question, Mmh. parce que, d'emblée, en fait, j'essaie de travailler des questions qui sont pas trop touchy. OK. Par exemple, pour le cas Cranberries, j'allais pas demander, Ouais. «Qu'est-ce Comment que vous vivez-vous avez le décès? ressenti?» Voilà. Non, 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 j'ai juste, j'ai posé des questions vraiment, en étant assez humble sur la musique de l'album en soi Mmh. et à la fin, je leur ai dit, enfin, on a discuté de la présence de la chanteuse et cetera. Ça les a fait plaisir, voilà, on a discuté de comment est-ce qu'elle avait travaillé sur l'album et tout, donc ils ont pu lui rendre hommage et cetera. Sinon, pour revenir à ta question, pardon, il y a déjà eu des questions où j'ai vu que ça touchait un point un peu sensible Mmh. et là, je pense qu'à ce moment-là, si on ressent ça, il faut pas trop forcer parce que sinon ça peut mettre un blanc ou ça peut mettre une tension dans l'interview Bien sûr. et après, une mauvaise expérience, au bout du compte, quoi. Mmh. Petit retour sur l'essence du métier. Moi, je suis vraiment Oui, très curieuse de comment est-ce que tu t'organises pour écrire autant? ouais. Et du coup, petite question, combien d'articles tu rédiges par jour en moyenne? En fait, je tiens un petit planning, sur internet pour que je D'accord. puisse noter ce que je dois faire dans la journée le matin et puis, bah, en fait, ça dépend de l'actualité, musicale, j'ai envie de dire, et sinon en général, un article, ça me prend, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes grand max quand c'est un OK. gros article. Sinon, ça peut me prendre pas mal de temps, une grosse interview ou quelque chose qui est assez conséquent Mmh. et le nombre d'articles que je fais dans la journée, c'est très variable parce que, par exemple, donc je te parle aujourd'hui, c'est moi qui suis au desk à Rolling Stone, donc D'accord. c'est moi qui gère toute la publication sur le site, internet et donc j'essaye, ça c'est un but que je me suis donné parce qu'on m'a jamais donné de règles à ce niveau-là, mais j'essaye de publier environ 10 articles par jour sur le site, ce qui est pas énorme comparé à d'autres gros médias comme France Info où ils postent, je sais pas, 40 articles par jour. Non, je dis pas ça, mais en fait, eux, ils sont beaucoup plus, donc ils ont beaucoup D'accord. plus de mains. Mais nous, à notre échelle, on peut statuer sur des articles qui sont à la fois on essaye de faire des choses de qualité et en quantité, on essaye de faire euh, de plus en plus ciblé pour pas que ce soit un trop plein d'informations et pour qu'on montre que on travaille un petit peu le contenu, quoi. Mmh. C'est pas un média comme n'importe quel autre parce qu'à la base Rolling Stone c'est un magazine papier Oui. et donc le support web c'est pour nous aider à partager des news quand il y a quelque chose qui est intéressant et tout. Voilà, D'accord. donc c'est un peu plus tranquille qu'un média généraliste en tout cas. D'accord. Voilà, je pourrais pas te dire le nombre d'articles par jour, par semaine parce que ça dépend vraiment. Bien sûr. Tes recherches pour écrire un article, tu les fais combien de temps avant? Encore une fois, je pense que ça dépend de la nature de l'article. Je D'accord. sais que je lis pas mal les infos sur les réseaux sociaux, etc. Donc je Mmh. travaille un peu dans ma tête, un peu au préalable si j'ai une idée qui me vient. Et sinon, pour une news basique, par exemple, Machin annonce son nouvel album et dévoile un nouveau single en même temps. Mmh. Ça, je le fais. Je le fais en direct, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de préparer, et il me faut juste des infos tout est dit dans les communiqués de presse en général. D'accord. Donc, il suffit de récupérer les infos et de les réécrire à sa façon, de remanier pour que ce soit visible sur le web, parce qu'on a Mmh. plein de règles à respecter. Pour le journaliste web, il a pas mal de règles à respecter au niveau du SEO pour que ce soit C'était ce que j'allais lisible. dire. Ouais, ouais, le fameux, pardon, la fameuse, j'ai perdu mon mot sur Google, le Le référencement, voilà. référencement naturel, oui. Ouais. Et ouais, il faut que ce soit référencé avec des mots-clés, etc. Donc tout ça, c'est un travail qu'on a appris à faire à l'école et en stage. Mmh. Et donc, j'avoue que c'est devenu un peu un réflexe là.
de faire ça. Pour étayer un peu le propos, c'est donc tu as une structure Ouais, d'articles type que tu as appris donc à l'école et en stage et à ouais. l'intérieur, donc tu as ton étude de mots-clés que c'est toi qui réalises ou il y a un expert SEO, par exemple, qui intervient et qui réactualise les mots-clés, tous les 3, 6 mois? On actualise les mots-clés nous-mêmes quand on a le temps, parce que non, on n'a personne pour le faire à notre place. D'accord. Mais sinon, on a été formé pour que chacun de nos articles soit au vert, entre guillemets, parce qu'il y a une petite jauge qui est verte quand c'est OK. Yoast, SEO? Et ouais, c'est ça. Et donc, on est chargé de respecter ça. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on nous demande de faire. D'accord. Et au niveau du référencement, il faut aussi qu'on soit au courant de l'actualité dès le matin Mmh. pour on ne tarde pas trop à écrire l'article, pour pas qu'il soit dans les limbes d'internet, quoi. Bien sûr. Et sinon, il y a aussi la question de lisibilité, Mmh. donc pas faire des phrases trop longues, des paragraphes aérés, etc. Mais ça, c'est le web, ça existe pour tout le monde dans le web, quoi. Oui. Quand tu écris un article, alors je pense que tu as déjà répondu un peu à la question, mais quand tu écris un article, il y a combien de temps entre le moment où tu l'écris et le moment où tu le publies? Il me semble qu'il y a quand même des dates de bouclage ou je sais pas. Mmh. Est-ce qu'il y a une grosse deadline pour toi? Oui, tout à fait. Après, j'écris aussi sur le papier et là, pour OK, le coup, c'est totalement différent. d'accord. Mais pour le web, en tout cas, il y a une deadline qui est à respecter après en interne avec les boss ou avec les attachés de presse, etc. Parce qu'on travaille beaucoup avec les attachés de presse sur les horaires de publication. Des fois, il faut pas publier avant 10 heures du matin parce que le label est pas d'accord. Parfois, il OK, faut publier en simultané avec d'autres médias. Parfois, il y a une exclusivité, etc. Donc, ça peut changer. Et sinon, si c'est une news lambda qu'on est allé chercher nous-mêmes sur quelque part et qu'on veut écrire une news dessus, mmh, là, c'est à nous de choisir, voilà, en fonction il y a des horaires stratégiques, je pense, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ouais, euh, où je pense que plusieurs articles, pardon, par heure, c'est pas du tout rentable parce que pour un média comme Rolling Stone, par exemple, où les lecteurs ne sont pas tous sur Facebook, bien sûr. pour tout avouer. Mmh. Et donc, ça servira à rien de tout poster dans la même heure. Il faudrait poster à des horaires un peu stratégiques, par exemple le matin tôt, quand les gens sont dans les transports en commun, qui vont au travail, et ben, c'est là qu'ils vont aller sur Facebook. Mmh. Sinon, dans les pauses déjeuner, donc vers 14 heures, la pause café et tout. Et le soir, quand ils rentrent du travail, ou sinon un peu tard le soir, vers 22 heures, 23 heures, des fois, ça marche pas mal parce que Ouais, les gens sont, je sais pas, ils sont en train de déconnecter, ils sont dans leur lit, puis ils scrollent un petit peu, puis ils tombent c'est sur un ça. article. Et sur le site, c'est autre chose parce que le site, bah, quand un article est posté sur le site, il arrive sur Google. Et là, on essaye de poster les news sur l'actualité, société, politique, etc., parce qu'on en fait quelques-unes, le D'accord. plus tôt possible dans la journée, parce qu'après, on se fait déglinguer par tous les autres médias qui passent devant nous parce qu'ils sont pros là-dedans. Non, mais c'est vrai, enfin, on passe devant Le Monde et tout, c'est normal parce que c'est leur Oui. voilà, c'est leur genre, quoi. Et quand il s'agit d'un article de musique, on essaye de publier pareil le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi et voilà, c'est le jeu, quoi. Donc c'est le jeu du web. Voilà, c'est Mmh. un peu compliqué là-dessus. Et voilà. Et sur le papier, on nous donne des deadlines. Tu me rends ça dans 10 jours avec un tel nombre de signes sur un format Word ou PDF et voilà. Et tu m'envoies ça par mail et tout. Et ça se passe comme ça en général, avec des règles précises en fonction des médias, quoi. D'accord. Tu disais que tu faisais attention aux deadlines des RP. Alors, imaginons qu'un artiste ou un RP t'envoie, quelque chose, en tout cas souhaite, que tu écrives un article, sur le groupe, sur l'artiste. Ouais. Est-ce qu'il s'adresse directement à toi par la boîte mail que tu gères ou par qui il passe? Ouais, ça dépend en fait. Des fois, alors c'est un peu compliqué, il y a certains rapports qui sont un peu de manière compliquée parce que, certains, me contactent par Facebook ou par Twitter ou par Instagram Mmh. et j'avoue que c'est pas les 3 endroits que je préfère parce que c'est pas marqué que je suis pro, quoi. J'ai pas de Mmh. tic, la petite certification, je l'aurai jamais d'ailleurs, mais c'est pas un problème, on s'en fiche. Heu enfin, pourquoi je l'aurais d'ailleurs? Et donc hem et Parce que donc c'est voilà, toi, c'est comme ça. oui, oui, enfin, j'ai c'est à la base, c'est un compte personnel qui est devenu Oui. professionnel, mais bon.
Donc, on me contacte là-dessus. Des fois, je leur demande de se rediriger, pardon, vers le mail. Mhm. Donc, je leur donne l'adresse mail. Et donc, ouais, tout se fait sinon par mail. Des fois, on s'appelle par téléphone. Des fois, on se rencontre dans des concerts. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas de concert, mais on se rencontre, on discute et ils me disent, ah, tiens, faut que je te fasse écouter ça. Donc, je t'enverrai un CD, donne-moi ton adresse postale et tout. Okay. Et donc, effectivement, je reçois aussi parfois des CD, même des livres et tout que je peux écouter, que je peux lire. Trop Des cool. formats qui sont pas à partager parce que c'est des formats qui sont exclusifs à la presse ou à la promotion. Donc là, j'en accumule quand même pas mal. Et je peux pas m'en débarrasser, ou du moins je peux pas les vendre, évidemment. Mhm. Je pense que c'est passé par la tête de certains quand même, Oui, parce que c'est j'imagine. des petits formats. C'est pas vraiment des gros CD, quoi. C'est juste le CD dans une pochette plastique. D'accord. Et donc on reçoit aussi des CD comme ça, ouais. On écoute pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est assez agréable parce que du coup, on prend plus de temps d'écouter que quand on reçoit un lien YouTube un peu lambda par mail. Voilà. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te fait alors accepter d'écrire un article ou de refuser d'ailleurs? Je vais commencer par refuser, je pense. Allez. Parce que c'est ce qui, je sais pas, ça me vient à l'esprit comme ça. Déjà, quand je sais que quand j'écoute et que je ressens que j'aime pas du tout, tout simplement, je sais pas, mon genre de musique, ou voilà, je vais dire que j'ai une formule un peu type, mais voilà, je vais dire que je suis pas intéressé, enfin, du moins qu'on va passer notre tour et tout, et que du coup, on a au plaisir d'écouter différents projets après, mais pour celui-là, on va pas proposer de partage. D'accord. Donc tout simplement, c'est comme ça quand ça se passe pas bien. Sinon, quand j'ai quelque chose que j'aime bien, quand on m'envoie quelque chose qui est agréable ou qui est pas mal à écouter, je remercie déjà parce que c'est cool qu'on m'a envoyé ça. Et puis après, j'entame une discussion avec la personne et on planifie ensemble tout un programme pour partager le son sur le site, les réseaux sociaux, etc. Et des fois, ça débouche sur le meilleur des cas, la rencontre avec l'artiste. Ok. Le voir en concert. Des fois, on a des accréditations aussi pour aller le voir. Et de l'autre côté, après, nous, on fait un live report. Et puis, c'est à peu près tout. Et après, des fois, c'est génial de recevoir des trucs qu'on aime bien et de pouvoir aboutir à quelque chose qui est un concert ou quelque chose comme ça. C'est un peu une récompense, quoi. Donc, c'est quand Bien même pas sûr. mal. J'imagine. Est-ce que tu as justement le souvenir d'une interview ou d'une rencontre qui t'a vraiment marqué et qui est genre ton moment préf au monde? C'est marrant parce que j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais ce que c'est déjà. Ok. En fait, c'était en novembre 2018. Mhm. J'étais encore stagiaire à ce moment-là à Rolling Stone et j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et tout. Et puis là, il y a ma supérieure qui me dit est-ce que tu veux aller à Londres demain? Je dis oui, mais Go. pour faire quoi? Elle me dit pour il y a les 1975 Mhm. qui sont en promo et tu pourrais aller chez le chanteur. Je dis chez le chanteur, vraiment genre. Je dis vraiment chez le chanteur. Elle me dit ouais chez lui et tout. Et donc de fil en aiguille, je parle avec l'attaché de presse par mail et tout. Et du coup, on se donne rendez-vous le lendemain matin, je crois, à Gare du Nord Mhm. pour prendre l'Eurostar. Et j'avais pas préparé de questions. Je venais de recevoir le nouvel album, donc du coup, j'avais rien préparé. C'était peut-être très bizarre. J'ai tout préparé dans le train. Mhm. On était 2 journalistes et un photographe. Et puis on est arrivé sur place. C'était à Londres, dans les quartiers un peu branchés et c'était une maison qui était creusée dans la pierre. Enfin, c'était creusé. Enfin, c'était pas une maison qui avait une vue sur la route, quoi. Il fallait descendre. C'était limite un espèce de bunker, quoi. Ok. Et puis, on nous a accueillis hyper chaleureusement. C'était super sympa. Le chanteur était hyper gentil et tout, hyper humble. Puis, on a parlé, je crois, on est resté, je sais pas, 6 heures chez lui. On est resté toute la journée. Wow. Et après, on est parti le soir. On avait un train de toute façon le soir, donc on est rentré. Et donc, je sais pas, en à peine une journée, j'avais été à Londres, j'avais interviewé un artiste chez lui, dans son environnement et tout. Et ce qui impliquait qu'il y avait quand même pas mal de choses un peu cocasses parce que du coup, je voyais son environnement. C'était un peu étrange d'ailleurs. Enfin, je voyais des choses, des objets Des de la vie de souvenirs, tous les quoi. jours Mhm. qu'il utilise lui. J'étais genre, ah oui, d'accord, il utilise ça et tout. C'est Il y avait quelqu'un de des trucs. normal. Ouais, c'est ça. En fait, On il oublie. dort, c'est marrant. Il a un lit. Oh, c'est fou. Bon,
Je voudrais pas dire, mais c'était un peu le bordel chez lui, mais bon, après, j'ai pas. Je rigole. Ouais, du coup, ça, c'était une expérience très, très cool. J'avoue que c'était vraiment le moment que j'ai préféré. D'ailleurs, je l'ai re-rencontré un an plus tard et il m'a reconnu et du coup, ça m'a trop touché parce que je me suis dit, oula, mais il a dû rencontrer tellement de gens que juste le fait qu'il m'ait reconnu, c'est cool en fait. C'est que ça s'est bien passé, quoi. Bah oui, Ouais, trop cool. ouais, Je ne peux qu'imaginer à quel point, effectivement, ça peut être un de tes meilleurs souvenirs ouais, parce que ouais. c'est changement de cadre, parce que c'est l'imprévu, parce que c'est un super chanteur aussi et trop cool, quoi. Trop cool comme Ouais, ouais, expérience. c'était, Surtout de vivre ça en c'était, tant que stagiaire. C'était une super opportunité. ouais, ouais. C'était ma dernière semaine de stage en plus. C'était un peu la récompense ultime OK. de tout mon stage qui avait duré plus de 6 mois parce que j'avais dû l'arrêter un moment et j'avais repris. Et ça a duré plus d'un an quasiment. Mmh. Donc c'était un peu la récompense, ouais. J'avoue. C'était cool. Mm. Pour écrire un article, donc j'ai bien compris que tu avais Ouais, évidemment besoin de la musique. Tu as besoin aussi d'un kit média, genre dossier de presse, communiqué, photo. Quels sont ouais. les éléments indispensables pour que tu puisses écrire un article? Ça, c'est la question pour les attachés de presse. Et C'est pour les ça. artistes, du coup, Ah oui, qui font ouais, pour aussi qu'ils puissent leur préparer. promo? Tout à fait, ouais. Et alors, le pack parfait, ce serait une petite OK, biographie, avec pas non plus trop longue parce qu'on la lit pas en entier, je vais pas vous le cacher. OK. Et donc, ouais, une bio qui est vraiment pas mal, en français ou en anglais, on s'en fiche. Et sinon, des sons, pas que un son, parce que ça ne nous permet pas d'avoir un avis un peu général, mais il faudrait, je sais pas, soit l'album en avant-première, un lien privé ou je sais pas, quelque chose qui puisse nous donner envie d'écouter la suite. OK. Des photos, évidemment, en HD, des belles photos si elles existent. Après, c'est pas une obligation, hein. Je veux dire, si c'est Mmh. un artiste qui est indépendant et tout, il a pas forcément tout ça. Et puis après, je dirais, c'est bête, hein, mais le corps du mail, en fait, parce que si c'est un mail avec marqué «Bonjour, voici notre album, bisous», ça Mmh. va être, un peu Eh, étrange tu de eu se lancer bisous quand là-dedans. même, hein? Et ouais, ouais, non, il faut établir un petit peu le contact parce que je sais que c'est difficile quand tu es attaché de presse. Je vais pas parler en leur nom, mais c'est difficile de vendre un projet des fois. Mmh. Euh, et quand tu le vends à plein de médias différents, ça doit être difficile de pouvoir le vendre à certains médias sans que ça fasse un peu, ouais, en fait, j'ai envoyé ce mail à 40 médias. Parce Mmh. que des fois, on le ressent, ça, on sait que c'est un mail qui a été envoyé à plein de gens, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr. Il faut juste, par exemple, ne pas se tromper de prénom ou ne pas se tromper de média, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle pas Samuel, qu'on m'appelle, je sais pas, Grégory, enfin, j'étais d'accord. Ah ouais. Et c'est des petites choses comme ça qui font que du coup, ça met une distance entre le Oui, contact, c'est un peu dommage. bien sûr. Et ouais, donc du coup, tout ça réuni avec un dossier de presse qui est entre guillemets complet parce que ça dépend vraiment du projet. Si c'est un projet qui vient de débuter, il n'y a aucun souci s'il y a juste 2 lignes dans le communiqué de presse Mmh. parce que c'est la musique aussi qui va faire la différence. Si la musique elle est cool quoi là. C'est après justement, ça m'est déjà arrivé de recevoir une proposition d'un artiste qui s'appelle Saint-Art, OK. qui a sorti un EP l'année dernière. Il est pas très connu pour l'instant, je sais pas pourquoi, parce que j'avais juré qu'il allait percer. Euh, Ça va il fait arriver. un peu de la, ouais, bah j'espère. Il fait de C'est une année l'électro. différente, donc année blanche. Ça va arriver. Ouais, mais justement, il a sorti des sons quand même, donc c'est un peu étrange qu'il ait pas percé. Mais c'est vrai que du coup, il a pas tourné en festival et ça peut être Mmh. une punition quoi. Et donc, ouais, donc cet artiste-là, j'avais reçu une proposition d'interview et il avait pas de biographie et tout. Et de fil en aiguille, j'ai proposé de rencontrer cet artiste pour justement lui écrire une biographie Trop de cool. l'autre côté. Lui dire, OK, donc on se rencontre, enfin, on se téléphone, et de l'autre côté, je te fais une biographie et tout. Comme ça permet à l'attaché de presse qui était à l'époque avec lui, parce que je crois qu'il a changé ou elle a Mmh. changé, euh, de lancer sa promotion et tout. Et donc, au final, je l'ai rencontré. J'ai proposé une biographie qui n'a pas été retenue parce que ça ne convenait pas à l'attaché de presse, il n'y a aucun souci. Et donc, du coup, ça s'est pas fait finalement. D'accord. Mais il y a quand même un moyen, à un moment, de collaborer avec un artiste qui est pas très connu pour le propulser sur la scène, quoi. Bien sûr. Euh, et donc, c'était intéressant comme expérience.
Ouais. Justement, j'allais te demander si tu écrivais des biographies. Donc, réponse oui. Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce qui fait la différence sur une bio? Encore une fois, comme je dis depuis tout à l'heure, je pense que ça dépend vraiment de l'artiste en soi, parce que Mmh. si c'est un artiste qui est pas du tout connu, il vaut mieux faire une biographie qui donne envie de vraiment qui se dit, tu lis la biographie, tu as envie de dire, tu as envie d'écouter son morceau, quoi. D'accord. Donc, si c'est un truc, il a grandi en région parisienne à Créteil, enfin, ça donne pas. Enfin, c'est marrant parce que là, du coup, c'est l'exemple de Edith Preto, du coup, mais OK. enfin, c'est pas du tout. Ça a marché pour lui, donc c'est pas un exemple qui fonctionne, euh, mais ouais, enfin, il faut que la biographie donne envie de découvrir l'artiste, sans que ce soit un truc trop écrit. Il faut que ce soit un truc un peu ludique à lire et à écrire. Euh, voilà. Et que dire de plus? Le champ lexical, peut-être qu'il a aussi son importance Ouais, pour faire transparaître bah, l'univers de, je sais pas, la c'est musique. ça. OK. Je sais que pour Saint-Art, par exemple, j'avais eu une idée qui, au fait, je trouve qu'elle est un peu pourrie, mais bon, j'avais une idée de lui poser des questions. Donc pendant l'interview, j'avais posé des questions, j'avais tout noté. Et quand j'ai dû écrire la biographie, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Saint-Art, je vais prendre chaque lettre de Saint-Art, quoi, donc le S, A, I, N, etc. Mmh. Et je vais commencer une phrase par la lettre à chaque fois. Donc, comment dire, le S va commencer une phrase qui dit Sur la colline. euh, voilà, sur la colline, il a rencontré sa copine qui lui a donné envie d'écrire une chanson, gna. Le OK. A, c'est pareil, etc. Et à chaque fois, on apprenait une information sur Saint-Art OK. à chaque ligne. Mais le résultat final n'était pas à la hauteur parce que du coup, soit Ça faisait c'était pas plus assez complet. acrostiche que biographie alors, C'est peut-être? ça, ouais. Ça faisait peut-être pas vraiment les faire chercher de base. D'accord. Mais je sais pas, c'est une idée que j'avais eue. Je sais pas, j'avais été Je assez trouve ça obsédé par cool. ce truc à un moment. Ouais, mais après, je te dis que vraiment, quand tu voyais le truc en face de toi, tu te disais, ouais, mais c'est trop too much, quoi. OK. Euh, Ça fonctionnait pas. Voilà. Mmh. OK. Donc, je le ferai plus. Apprendre de son expérience. Ouais, c'est Leçon ça. 1. Ouais, après, Non, j'ai non, de la mais chance. C'était pas un musicien qui était connu, donc il avait pas la grosse tête et ça lui convenait qu'on puisse débattre, etc., quoi. On mmh. pouvait rechercher d'autres choses, etc. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de pression, quoi. Est-ce que tu as fait d'autres biographies pour d'autres artistes? Alors non, j'ai pas eu d'occasion. OK. Euh, Ça m'est arrivé un moment de faire une recherche un peu approfondie sur un groupe parce que je devais faire une interview et que du coup, quand il s'agissait de, de retranscrire l'interview et de tout écrire pour le web, etc., pour que ce soit bien fait, Mmh. il me manquait plein d'informations, donc je me suis fait une espèce de mini-biographie pour moi, en fait. D'accord. Donc c'était un exercice vraiment personnel, mais sinon, ça m'est jamais arrivé qu'on me demande de faire une biographie. J'avoue que et c'est une affaire à suivre, hein, j'avoue que j'aimerais bien en faire, mais D'accord. c'est souvent ce qui est demandé aux attachés de presse, en fait. Donc j'ai pas envie de leur prendre le boulot bêtement, quoi. Ouais, mais en même Voilà. temps, tu es dans l'écriture, enfin, c'est pas moi, je trouve ça cohérent Ouais, non, aussi non. et je pense que c'est ouais, je pense que Mhm. c'est Ouais, que c'est cohérent, c'est un cohérent. plus, quoi, tu vois? C'est ça. En fait, c'est parce que je te dis ça parce que j'ai été en contact avec beaucoup d'attachés de presse à ce moment-là et je leur proposais de les aider à faire des biographies. Et Mmh. souvent, on me répondait que soit c'était déjà fait, soit ils s'en chargeaient déjà, soit voilà. Donc Mmh. c'était. Après, j'ai peut-être pas, j'ai peut-être manqué de tact, je sais pas, mais voilà. Donc ça se fera peut-être une autre fois, mais c'est pas la priorité de toute façon. Non, bien sûr et Ouais. tu faisais tes propositions pour du freelance dans ces cas-là? C'était un partenariat C'est ça. freelance? OK. Tout à fait. J'étais même pas à proposer un tarif ou quoi que ce soit, hein. C'était Mmh. pas moyennant finance et tout. Je disais, je viens me lancer là-dedans et voir comment ça fonctionne. Et si ça marche, tant mieux. On peut continuer ensemble. Si ça marche pas, bah, tant pis, on aura essayé. Mais Mmh. ouais, c'était vraiment en tant que freelance. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas eu d'expérience en contrat dans le métier. J'ai tout fait en freelance. Tout est fait dans mon petit bureau. En parlant de petits bureaux, est-ce que Ouais. tu as une journée type? Ouais, je me suis pas mal discipliné là-dessus.
OK. depuis plus d'un an parce que avant j'étais au bureau de Rolling Stone. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai commencé mon freelance, j'avais plus de raison d'être au bureau parce que du coup, pour des raisons d'assurance, enfin, je veux dire, je pouvais pas vraiment rester au bureau, quoi. J'étais en télétravail chez moi. Mmh. Euh, et donc, je me suis fixé des horaires. Par exemple, c'est vrai que j'ai pas de mal à me lever le matin, donc ça va. Mmh. Mais je commence à travailler environ vers 8h, 8h30 du matin. Mmh. Et, et je m'arrête là en fin d'après-midi, 17h30, 18h. D'accord. Quand tout va bien, des fois j'ai des urgences, des fois j'ai des trucs, voilà. Mais ouais, je me suis pas mal discipliné et ma journée type, c'est le matin, je déniche les infos sur Mmh. Internet, dans les journaux, les réseaux sociaux et tout. Je fais le tri, je me fais un planning de la journée. Je vérifie aussi parce que Rolling Stone, c'est un média qui est qui est anglais dans le culte, en fait. Mmh. On essaie de parler de choses qui sont cultes. Donc, s'il y a un anniversaire d'artiste ou un hommage particulier de la mort d'un artiste, voilà, ben il faut qu'on soit au courant de ça et qu'on prépare des articles, des archives, des trucs un peu qui se lisent à n'importe quel moment Mmh. en hommage à un tel. D'accord. Donc ça, il faut que je prépare ça. Et après, donc la journée continue, je publie, etc. Évidemment, il y a les pauses déjeuner, etc. Je me prends des pauses quand j'ai besoin. Mmh. Et surtout, le conseil que je peux donner, si c'est en télétravail chez soi avec son ordi, vraiment prendre une pause toutes les heures. Parce que sinon, c'est soit on pète un câble, soit déjà c'est mauvais pour la vue et tout. Mais Mmh. voilà, donc c'est juste ça. Et après, c'est à peu près tout dans la journée type. Il peut y avoir des passages où je passe une après-midi à gérer les mails, sinon un moment où je suis au téléphone. Enfin, et quand je suis absent pour une interview, on me remplace. D'accord. Et quand je suis à un concert le soir, j'essaie de m'avancer pour être au maximum en avance. Enfin, Mmh. voilà, c'est des choses qui se planifient avec mes collègues en avance et tout va bien normalement après. Quel a été ton dernier coup de cœur musical? J'ai une petite idée, je pense que c'est l'album de AIM, Women in Music Part 3. C'est celui que j'ai découvert moi le plus récemment. Il est sorti, je crois, la semaine dernière. Le 26 juin, pardon, il est sorti. OK. Donc ouais, c'est leur troisième album et j'étais pas trop fan de leurs deux premiers albums. Je trouvais que c'était un peu du rock un peu léger que j'aimais bien écouter au collège, quoi. Enfin, c'était pas un Mmh. truc hyper engageant, etc. Et là, je sais pas, le troisième album, il est cohérent, il y a plein de sonorités différentes et tout. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Et sinon, encore une fois, pour revenir par rapport à ma meilleure interview, là, le mec est fou. L'interview que j'ai préférée, OK. bah, celle de 1975, le chanteur. OK. Et donc, eux, ils ont sorti un album en mai que j'écoute quasiment une fois par jour, en Ah fait. ouais? OK. Ouais, c'est un peu grave. Non, mais je te jure que j'en viens vraiment à avoir un réflexe de ouvrir Spotify, de mettre ce truc et après d'écouter, quoi. Voilà. Donc, Écoute, c'est ça peut, hein. globalement ces deux Moi, albums. Ouais, moi, je suis en boucle, depuis peu, depuis ouais. quelques semaines sur le dernier album de Dua Lipa et celui de Lady Gaga. Mais Ah, genre, je prends ma voiture, c'est ouais. direct, tu vois? C'est voilà, Alors, c'est le Dua Lipa, je l'ai plutôt apprécié. mmh. Je l'ai écouté, je crois, pendant le confinement. Bah, il est sorti en plein confinement. Oui. Après, ça m'a pas non plus marqué parce que je sais pas, j'ai bien aimé, mais pas à ce point-là. Mmh. Par contre, le Lady Gaga, je pense qu'on pourrait en parler parce que j'étais assez déçu moi pour le coup. C'est Euh, mitigé. J'aime mais pas tous les morceaux. Moi, j'étais bluffée avec celui de Elton John. Bon, j'ai pas compris la fin, du titre, hein, oui, ouais, pareil, le dubstep là. ouais, ouais, ouais. Là, j'étais là: «Mais pourquoi tu as fait ça? C'était vachement bien, avant. Pourquoi tu as pété un Je sais câble?» pas. L'album, moi, je le trouve mitigé. Après, ce sont des Ouais, sonorités que j'aime. Ce sont ouais. tu sais, moi, j'adore la musique des années 80-90, début Ouais. 2000 et hem et donc du coup, on sent grave l'influence de toute manière, on peut pas passer outre. Ouais, ouais, la dance pop. Ouais, c'est ça et Ouais. donc j'ai aimé ce côté nostalgique et en même temps, qui donne de l'espoir et parce qu'il y a quand même vachement d'ouverture, sonore enfin moi je Hmm. trouve que ça donnait de l'espoir en fait. Voilà, mais effectivement, il y a des choses que j'ai moins appréciées dont, bah, l'album enfin le 1er single qu'elle a sorti et celui avec Ariana. J'ai pas Hmm. compris ni le clip ni la chanson.
Voilà, mais Ouais, alors, mitigé. J'aime, mais mitigé, quoi. ouais. Ouais, non, pareil. Pareil, ouais, c'est une grosse déception, mais après, j'avoue que le morceau avec Ariana, je l'ai dans la tête tous les jours. J'arrive pas à m'en sortir. Le Rain on Me, là, je ne peux pas l'oublier. Et du coup, tu me dis que t'aimes bien les musiques des années 80-90, mais je pense que, enfin, je vais pas faire la propagande, hein, mais je sais pas si t'as écouté l'album 1995, mais c'est exactement là-dedans. Hein. Mais oui, mais tu sais, moi, Ah, j'ai mon copain qui est compositeur, enfin, qui est ouais, artiste, compositeur, interprète, et ça fait, je sais pas, 5 ans que qu'il dit: «Non, mais de toute façon, c'est bon, ça revient, ça revient, ça revient». Au fur et à mesure, c'est vrai que tout depuis, à fait. Ouais. 3-4 ans, on entend quelques sonorités qui revient un petit peu, et cetera, et là, mais tout ce qui Hmm. sort depuis, on va dire fin 2019, c'est là-dedans, Ouais, ouais. c'est là-dedans. Ah, mais c'est tout à fait. Mais en fait, c'est ce qui marche le mieux. Mmh. En Grande-Bretagne notamment, c'est dingue quoi. Genre, c'est ce qui marche le mieux, ce qui remplit le mieux les salles et tout. Mais après, Bah, il y a ça touche aussi beaucoup de d'autres choses. monde, Il y a l'hip-hop, finalement. mais Ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais, je peux comprendre que c'est des choses que tu écoutes en boucle parce que c'est hyper addictif quoi, c'est ça. comme son. Bah, c'est hyper addictif, puis en soi, enfin, moi, j'ai 28 ans, je n'ai Ouais, jamais connu les années 80, et en même temps, c'est quand même quelque chose de rassurant. C'est l'époque de nos parents, tu vois? ouais. On aimerait bien hein, les avoir connus. Bah, ouais, c'est ça, et donc du coup, nous, on est touchés parce que finalement, ça touche aux souvenirs de nos parents, et de par, bah, du coup, tout cet aspect nostalgique, et on se dit: «Ah bah, peut-être», enfin, tu vois, on retrouve des petites bribes de trucs à eux, et Ouais. ouais, c'est vraiment ça, c'est l'espoir, c'est le fait que ce soit possible, et en même temps, il y avait aussi à cette époque-là, plein de choses graves qui se passaient dans le monde. Donc en même temps, il y avait quand même du vrai, tu vois? Du Hmm. vrai, de la morale. Alors à la fois, il y avait beaucoup d'amusement, et à la fois, il y avait du vrai, et là, c'est ce qu'on retrouve, tu vois? Et en plus, je pense que c'est aussi en accord avec ce qu'on vit encore actuellement, et ça Ouais. donne de la place pour Ah oui, dire c'est des choses sûr, c'est graves sur sûr. des musiques entêtantes, tu vois? Tout à fait. En plus, les générations là, qui sont nées dans les années 2000, j'ai l'impression que ils se calquent sur ce qui s'est passé dans les années 80. Oui. Au niveau des mentalités, de la manière de s'habiller et tout, il Mmh. y a une Ça, grosse c'est fou. influence. Et c'est pas un mal en vrai. Moi, j'aime bien. Oh bah oui. Je me suis découvert à mettre des trucs de friperie, alors qu'avant je mettais jamais ça. Ouais. Pareil, c'est devenu de plus en plus à la mode le fait de mettre des anneaux, même quand t'es un mec et tout. Mmh. Enfin, des trucs qui seraient jamais vus quand on était au lycée, quoi. Enfin, Non, mais c'est plus là, clair. depuis quelques années, je sais pas. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais ça fait du bien. Mm. Je sais pas pourquoi ça fait du bien, enfin, Ah bah faudrait oui, ça vraiment permet de se analyser le sentir truc, mais libre. oui, Non, voilà, non, mais c'est c'est ça. sûr, c'est ça. Hein. En fait, tant qu'on est bien là-dedans, y a aucun souci. Ouais. On va pas tarder à arriver vers la fin. Que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent?